Nuit du 11 au 12 juin 1917. Dans une réserve à betteraves, dans la ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne, 5 hommes, 5 soldats attendent. Dans cette nuit du 11 au 12 juin 1917, dans cette ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne, 5 soldats attendent la mort. Ces 5 hommes sont des combattants. Ces 5 hommes se sont battus depuis 3 ans. Et maintenant, ils viennent d'être condamnés à mort par le Conseil de guerre. Condamnés à mort pour mutinerie. C'est le président de la République, Raymond Poincaré, qui, le premier, a baptisé l'année 1917 année trouble. Et en effet, elle est trouble, parce que vraiment, on ne sait plus où on en est. Ça a commencé en janvier, quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a proposé une paix sans victoire. Ça a continué quand le nouvel empereur d'Autriche, Charles Ier, a commencé les pourparlers pour une paix séparée et des compromis. Ça a continué surtout en mars, quand la révolte a éclaté à Petrograd. Le régime tsariste a été balayé. D'ailleurs, 3 jours après, Nicolas II a abdiqué. Et maintenant, on sait, on comprend que la Russie tsariste, la nouvelle Russie plutôt, quittera bientôt la guerre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes ces divisions qui sont à l'Est, elles reviendront à l'Ouest. L'année trouble, surtout, parce que l'offensive Nivelle du chemin des dames a échoué. On en parlait depuis des semaines de cette offensive Nivelle. On disait que ce serait la fin, que les Boches n'en pouvaient plus, qu'on rentrerait dedans comme dans du beurre. Et l'espoir, tout à coup, s'était levé. Oui, l'espoir. Puis on en était venu à la défaite. La plus effroyable défaite. Une hécatombe. Et en plus sans aucun effet durable sur le conflit. Et c'est à ce moment, juste après l'offensive Nivelle, très peu de temps après, que des régiments au front avaient commencé à se mutiner. Mutinerie, oui. Et c'est pour crime de mutinerie que dans la réserve à betteraves de cette ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne, 5 soldats attendent la mort. Et parmi ces soldats, un seul caporal. Le seul caporal. Et ce caporal s'appelle Vincent Mouliat. Pourquoi vous racontez l'histoire de Vincent Mouliat? Eh bien d'abord parce qu'elle est exemplaire. Il est en effet sûrement le seul survivant de tous les condamnés pour l'exemple. Il a fini sa vie à 95 ans dans sa maison de Nassiette, dans les Landes, à une quarantaine de kilomètres de Dax. Dans sa petite maison de Nassiette, avec sa femme, Berthe, et avec ses enfants. Jusqu'au bout, il aura gardé bon pied, bon œil, des cheveux toujours noirs, et son regard malicieux. Jusqu'au bout, il aura gardé une bonne mémoire, se souvenant de tous les cantiques que lui avait appris l'abbé Verdier, le curé de Nassiette, et aussi de quelques chansons un peu plus lestes, apprises au régiment et à la guerre. Mais Vincent Mouliat, qui est-ce? Il est donc né à Nassiette, dans les Landes, dans le canton d'Amou, le 27 mai 1888, de père inconnu et de Marie Mouliat. Et puis il a un frère aussi, Joseph, et une sœur, Lucie. Sa mère, Marie, était journalière, très pauvre, qui gagnait sa vie en allant travailler pour quelques sous par jour dans les maisons du village. Adroite et ardente au travail, elle était très recherchée comme ouvrière. Vincent Mouliat a vécu une enfance très pauvre, toujours tête nue, pieds nus, les habits en guenilles, mais pas malheureux, et doté d'une solide constitution. Débrouillard, adroit et souple, il grimpait dans les arbres avec l'agilité d'un singe, ce qui lui sera bien utile par la suite, comme on le verra. Et puis, il aimait bien les animaux aussi. Il lui arrivait même d'apprivoiser des écureuils. Puis vient le temps du service militaire.
2 années passées au 18e régiment d'infanterie à Pau. Et après le service militaire, il trouve du travail à Dax, à l'hôtel de l'Europe, où il est plongeur. Il n'est pas malheureux, mais il n'a pas le temps de souffler beaucoup entre le service militaire et la guerre. Parce qu'elle arrive, la guerre. Et un beau matin, les petites affiches blanches dans les rues de Dax. Mobilisation générale. Et il part. Il a juste le temps d'aller embrasser la mère Moulia et l'abbé Verdier. Puis, les chemins de fer, comme beaucoup de monde à cette époque, les wagons, oh ben les wagons de marchandises, bien entendu. La fameuse inscription, hommes 40, chevaux 8, en long, et on part. L'effort de l'Est, et puis ensuite Avesnes, le Nord. Et le 23 août 1914, c'est le baptême du feu. Vincent Rouliat s'en souviendra toute sa vie. Et oui, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. On a beau faire de l'exercice pendant 2 ans au service, c'est pas pareil. Et on avance. C'est le temps des pantalons rouges, bien visibles, de loin. Et on avançait dans les blés. Et Vincent Rouliat dira que ce qui les attriste le plus, eux, ces paysans des Landes, ben c'est qu'on marchait dans des blés mûrs, dans une moisson qui n'était pas faite. Et ça leur faisait gros au cœur à ces paysans. Et ça tire, les shrapnels, les obus, les balles qui sifflent, mais on avance. Et les copains qui tombent, et ça c'est dur, mais on avance quand même. Et les baïonnettes, on avance toujours, et on tente de survivre. Puis c'est l'arrivée en Belgique, qui venait d'être envahie par les Allemands malgré le traité reconnaissant la neutralité de ce pays. Salaud de gauche! Et puis les villages, les Belges, vive la France! Vive la France! Et puis ces réflexions, en voyant ces régiments qui s'avancent. Ah ben dis donc, hein, qu'est-ce qu'ils sont petits, dis donc! Et l'explication? Mais c'est normal, c'est des gens du Midi. Et Charleroi, Charleroi, 2 jours. Ah ben c'est qu'un mot, Charleroi. Mais c'est déjà l'enfer. Le premier enfer de la Grande Guerre. Et il est là, dans cet enfer, Vincent Rouliat. Et ça tombe. Des pertes terribles, dira le soir le capitaine. Terrible, oui. On tient un moment face à la pression allemande, et puis c'est la retraite. Vincent Rouliat est à l'arrière-garde. Alors de temps en temps, on fait face aux Allemands, on met un genou à terre, et on tire. À un moment, une bombe explose à 2 mètres de lui. Il est entièrement enseveli dans la terre, mais il en sort et se relève, tout étonné d'être encore en vie. Et il voit un grand Allemand qui fonce vers lui, la baïonnette pointée, la baïonnette qui le frappe au visage. Il sent le froid de l'acier dans sa joue. Mais lui aussi, il a une baïonnette. Il la plante dans le ventre de l'autre qui tombe au sol avec un cri affreux. Et il se relève. Il s'aperçoit que du sang lui coule de partout. Il a la joue coupée en 2. Il rampe dans un champ de luzerne. Il se fait lui-même un pansement. Et il s'en va, tant bien que mal, rejoindre les copains. Et qu'est-ce qu'il voit? Un homme à terre. C'est son capitaine, grièvement blessé. Il le charge sur son épaule et il le ramène dans les lignes. Et pour cette action, Vincent Rouliat... Alors, comme il est blessé, on l'envoie se faire soigner à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et s'il y en a un qui est fier de son galon de laine, eh bien, c'est bien Vincent Rouliat. Et sitôt guéri, hop, il repart. Il est à la Marne. Et là aussi, c'est du sérieux, la Marne. Long et pénible. Un soir, l'escouade de Rouliat a la chance de se loger dans une grange, avec du foin, une épaisse couche de foin. Le maximum de confort pour un poilu. Mais un des hommes manque à l'appel. Alors Rouliat va le chercher, et il le trouve, avec un superbe lapin à la main. Mais il ne lui fera aucun reproche. Rouliat, les gars de l'équipe disaient de lui, nous aimions notre caporal, nous avions confiance en lui.
Nous le suivions très volontiers dans les hardis coups de main qu'il nous proposait de faire contre l'ennemi. Nous trouvions en lui toutes les qualités d'un chef, le coup d'œil juste, l'esprit de décision, l'audace, la prudence, l'intrépidité. Il marchait toujours le premier. Et la bataille continue. Quand le régiment se reforme à Beaurieux, dans le Nord, sur 1500 hommes, il n'en reste plus que 500. Autant dire qu'on en a perdu les 2 tiers. Mais on la gagne, cette bataille de la Marne. On la gagne. Et c'est ce qui sauve tout. Et le caporal Mouliat a droit à une permission. Alors en assiette, il est accueilli par la mère Mouliat. Et par l'abbé Verdier, bien sûr. Et puis il y a Berthe aussi. Ah, Berthe. Berthe, c'est une petite du village. Il aime bien Berthe, Vincent. Et elle aussi, elle aime bien Vincent, Berthe. Alors quelquefois, le dimanche, on allait danser ensemble, avant la guerre. Mais on ne s'était pas encore causé, comme on disait alors. Bon, cette fois, c'est différent. Eh oui, oui, les permissions, ça ne dure pas très longtemps. Alors, le Vincent, il cause à la Berthe. Et puis la Berthe, elle est bien contente. Et on est fiancés. Et on se dit qu'on se mariera à la fin de la guerre. C'est pour bientôt, hein. Ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Et le voilà reparti. On est en octobre 1914. Et Vincent Mouliat dira que de toutes les attaques qu'il a subies, celle-ci était sûrement la plus cruelle. Puis vient l'hiver. Et le 18e régiment d'infanterie, comme des dizaines d'autres régiments à cette époque, s'enfouit dans la terre. Et oui, les tranchées, ça commence. Et ça va durer jusqu'au bout, les tranchées. Mais les tranchées, c'est un mot ça, les tranchées. Qu'est-ce que c'est, les tranchées? Oui, alors bien sûr, il y a des photos. Il y avait des photos dans les magazines comme l'Illustration. Magnifiques, les tranchées, sublimes. C'était comme tracé au cordeau, avec des parapets merveilleux, et puis des sacs de sable bien disposés tout en haut des créneaux, pour pouvoir tirer, naturellement. Et puis, il y avait une porte, on entrait, une pièce, avec une table au milieu, et des lits tout autour, pour se reposer. Bon, ça a sûrement existé, ces tranchées, puisqu'il y a des photos. Mais disons que ça a surtout existé pour les journalistes et les hommes politiques qu'on envoyait au front. Les autres, c'était des trous creusés dans la terre, et souvent bien moins profondément qu'on croit. C'était des fossés hâtifs, plus ou moins consolidés à mesure que les mois passaient. Et surtout, c'était un bout. Dans les belles photos de l'Illustration, il y a des caillebotis par terre. Vous pensez s'il y avait des caillebotis partout, oui? Il y avait de la boue, oui. Et on vivait dans la boue. On mangeait dans la boue. On tirait dans la boue. Et le soir, on se couchait par terre, dans cette boue. Bon, évidemment, en hiver, cette boue se solidifiait, bien sûr. Mais l'hiver, il faisait froid. Tenez, l'hiver 1914-1915. Abominable, l'hiver 1914-1915. Et surtout, rien n'a été préparé. On n'a rien de prévu. On n'a pas d'équipement. Alors on crève de froid, et des milliers de soldats, en enlevant leurs chaussures le matin, trouvent leurs pieds gelés, les doigts de pied qui tombent. Bon, après ça s'est un peu amélioré. On a donné des couvertures pour les hivers suivants, des lainages, des cache-nez, des capotes, n'empêche. Imaginez la nuit, par -20. Quelquefois, -30. L'hiver 1916-1917, il a fait -30. Et là, on est là dans le froid, on tient le fusil et on attend. Si au moins on était sûr que le lendemain on pourra se réchauffer, pas question.
Et si au moins on pouvait boire quelque chose de chaud, manger quelque chose de chaud? Pas question. Oui, alors bien sûr, il y a l'homme soupe. On l'appelle l'homme soupe. Il arrive avec ses bidons pour le ravitaillement. Mais à condition qu'il arrive. Parce que comme il passe à découvert, ben en face, il y a toujours des lascars pour faire le coup de feu. Et puis il faut dire que les Français font la même chose avec l'homme soupe allemand. On vise, on fait un carton, et puis paf, et ben l'homme soupe il n'arrive pas. Alors on attend le suivant. Et puis quand le suivant arrive, eh ben tout est froid. Et le pire, c'est pas le froid. Le pire, c'est l'odeur. Parce qu'entre les lignes françaises et les lignes allemandes, ben, il y a des cadavres. Et on ne peut pas aller les chercher. Comment aller les chercher? Alors ça pue. L'hiver encore, bon, ça pourrait presque aller. Mais l'été, la puanteur abominable. Et puis il faut dire quand même que dans les tranchées, il y a des invités qui s'y trouvent bien. Ah mais oui. Il y a les poux. Les uniformes de ces hommes-là sont grouillants de poux. On appelle ça des totos. Et ça procure des démangeaisons insupportables. Puis il y a d'autres invités, qui sont les rats. Non mais ils sont chez eux, les rats. Il y en a partout, ça grouille. Ben oui, il y a du cadavre à bouffer, alors bah, c'est pas mal. Mais il y a tellement de cadavres à manger que même les rats finissent par confondre les vivants et les morts. Alors le combattant, le soir, dans sa tranchée, qu'est-ce qu'il fait? Ben il s'enveloppe la tête et les mains. Sans ça, les rats attaquent les vivants, les visages, les mains. Et puis ça, c'est pas encore le pire. Ah non, le pire, c'est le bruit. Et ça ne cesse pas. Parfois pendant des jours et des jours et des jours et des nuits et des nuits et des nuits, à devenir fou. Le canon qui tire, à se tenir les oreilles, c'est épouvantable. Et il faut subir. Et on n'a pas le droit de ne pas subir. Et puis ces obus qui sont tirés, ben il arrive qu'ils atteignent leur but, bam, au plein milieu de la tranchée. Et alors là, c'est l'horreur à l'état pur. Il y a ceux qui sont là, qui viennent de recevoir les éclats d'obus. Ils sont déchirés, dépecés, éclatés. Celui qui est indemne reçoit tout à coup la cervelle de son copain, à qui il parlait 5 minutes avant. Et puis ces obus qui sont tirés ont fait éclater la terre. Et tout à coup, on a l'impression de se trouver au milieu d'une immense décharge. Tout apparaît en même temps. Il y a les vivants, les blessés qui hurlent, ceux qui viennent d'être tués, et aussi les cadavres de l'année dernière qu'on avait enterrés à la hâte et qui ressurgissent tels des fantômes de la terre pourrie. Et avec ça, des vieilles boîtes de conserve, des casques troués, des vieilles godasses, et puis des os informes. Et ils vivent là-dedans. Et ils vivent là-dedans. Et puis certains jours, ben, il faut partir à l'attaque, hein. C'est l'assaut. On tient le fusil, on sait qu'on va attaquer, on attend. Et il y a le capitaine ou le lieutenant qui lui regarde l'heure. C'est leur hache, en avant. Et puis là, il y a des petites échelles pour monter. Oui, mais enfin, bien souvent, il n'y a même pas de petites échelles. Mais on sait qu'en face, les autres tirent, la mitrailleuse tire, il y a un feu roulant, et on sait parfaitement que quand on aura sorti la poitrine, on se trouvera en face de ce feu roulant. Et pourtant, ils montent. Et puis il y en a, quelquefois, qui ne peuvent pas monter. Comment ne pas les comprendre? Mais pourtant, ils partent presque tous. Alors, quand on lit ces histoires, quand on les entend, on se dit, mais quand même, c'est pas possible. Ils ont vécu ça pendant 4 ans. Et on se dit aussi, et nous, à leur place, est-ce qu'on aurait été capable d'en faire autant? Non, ça c'est pas sûr. Alors voilà, c'est ça, la vie des tranchées. Et Vincent Mouliat, il est là, au milieu des autres. Il vit. Il n'est pas plus fier qu'un autre. Oh non, il supporte. Et les autres aussi supportent. Et ils sont des milliers qui supportent. Et Mouliat est dans la Meuse, à Verdun. Et ils sont presque tous passés par Verdun, à cause du roulement. Et à Verdun, il est blessé. Dans une attaque, ils sortent, ils sont 8.
Lui, donc, le caporal, et les 7 autres. Les 7 autres, finis. Et lui, comme il est blessé, eh ben on l'envoie au poste sanitaire. Oh, le poste sanitaire. Mais il faisait ce qu'il pouvait, ces médecins, ces brancardiers. C'était même des types épatants. Mais ils n'étaient pas suffisants. Surtout après les attaques, on en ramenait tellement qu'ils ne pouvaient pas faire face. Alors les blessés s'accumulaient dans la cour, en plein air, sous la pluie, sur leurs brancards. Et à côté d'eux, il y avait un soldat avec un gourdin. Non mais rassurez-vous, c'était pas pour assommer les blessés, non. C'était pour assommer les rats qui couraient entre les brancards. Et ensuite, on les amenait au poste d'opération. Et là, il y avait des chirurgiens qui opéraient 24 heures sur 24. Ils en avaient tant vu, on aurait pu croire qu'ils étaient blasés. Ben non, même pas, ils n'étaient pas blasés. On leur amenait quelquefois de tels débris humains qu'eux-mêmes en étaient effarés. Et ces questions aussi par moments, comme à ce jeune garçon qu'on amène, qu'a les 2 poings coupés. Ça va aller, mon vieux, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que tu fais dans le civil? Ben, sculpteur, mon capitaine. Et Mouliard soigné et ramené. Parce que dès qu'on est guéri, hop, on repart. Et pour sa rentrée, il est à Douaumont. Oh, ben c'est une belle rentrée en vérité. C'est l'hiver 1916-1917, le plus terrible de tous. Le vin et le café sont gelés. Le pain et la viande, on les découpe à la hache ou à la scie. Et oui, c'est ça l'hiver. Mais on tient bon. Parce qu'on se dit, mais quand même, on les a arrêtés à Verdun, hein? Pétain avait dit, on les jouera. Eh bien, on les a eus, non? Oui, enfin, à Verdun, il y a tout de même eu 1 million de pauvres types tombés des 2 camps. Mais on tient bon, parce qu'on se dit, au printemps prochain, on va faire quelque chose. Tout le monde en parle. Il y a un nouveau général, il s'appelle Nivelle. Et il a un plan. Le moral est très haut dans l'élite française. On se dit, cette fois, c'est la fin. Les Boches n'en peuvent plus, ils n'ont plus rien à bouffer en Allemagne. On va rentrer dedans comme dans du beurre. Cette fois, ça y est, on est confiant. L'offensive Nivelle a lieu le 16 avril 1917 à 6 h du matin. De toutes les lignes, dans un grand cri. En avant! Les hommes partent à l'attaque. À 7 h, la bataille est perdue. On le sait tout de suite. Mouliard et les siens partent un peu plus tard, à Craonne. Mais avant de charger, ils savent déjà que la bataille est perdue. Eh oui, les nouvelles au front, ben, ça va très vite. On sait qu'on n'a pas détruit les mitrailleuses allemandes. Les hommes se sont rués dessus. Mais les Allemands ont tenu. On ne passe pas cette fois-ci. Et Vincent Mouliard, ben, il est là, dans la tranchée, attendant leur hache, l'attaque, avec les copains. Étouffant, sous le masque à gaz, parce que maintenant, en plus, il y a les gaz. Le froid, la pluie glacée, et la soupe qui arrive, gelée elle aussi, et immangeable parce que piquée par les gaz. En avant! Et Mouliard part. Dans son secteur, ça marche plutôt pas trop mal. Ils ont repris 3 kilomètres. C'est beau, 3 kilomètres. Mais bon, ceux qui arrivent au bout, ils sont pas très nombreux. Enfin, c'est déjà un léger succès. Et le lendemain, un ordre. Caporal Mouliard, prenez des hommes et allez nettoyer la tranchée allemande qui est là-bas. Bon, fait Mouliard, ouais, qui est volontaire? Alors dans la tranchée, on n'est pas très chaud. En fait, personne n'est volontaire. Alors, Mouliard fait, bon, bah, je vais y aller tout seul. Et puis il y a Bachakou, un copain, un gars du pays. Avec Mouliard, ils se connaissent depuis longtemps. Il fait, bon ben, je vais avec toi. Et puis un petit jeune aussi, un petit jeune qui vient d'arriver, on ne sait pas pourquoi, mais lui aussi dit, ben, les gars, je vous accompagne. Et les 3 gars partent. Ils sortent de la tranchée, ils traversent le no man's land, ils arrivent à la tranchée allemande, ils descendent dans la tranchée allemande. Apparemment, il n'y a personne. Alors ils avancent, prudemment. Tout à coup, une sentinelle.
Mouliat pointe sa baïonnette, l'autre lève les mains. Camarades, camarades! Apparemment, il n'a pas l'air trop fanatique. Il fait comprendre qu'un groupe d'officiers s'est réfugié dans une des arrière-salles de la grotte. Officier, officier! Visiblement, il n'a pour eux qu'une affection très limitée. Officier, fait Mouliat, on va aller voir ça. Les gars rentrent dans la casemate. Ça doit être une ancienne carrière parce qu'il y a des colonnes tous les 5 mètres. Et tout à coup, ils tombent face à face avec un officier allemand en train de se raser. Les 3 fusils pointés, l'Allemand qui lève les mains, puis il sort son portefeuille et montre sa photo. Il a 3 enfants. Drei Kinder, ne me tuez pas! Prisonnier. Les gars continuent d'avancer et ils vont arriver dans une autre salle de la casemate. Et là, ils vont tomber sur un groupe de 7 officiers allemands autour d'une table avec un grand gâteau et une bouteille de vin blanc. Ils se rendent prisonniers, eux aussi, tout va bien. Mouliat envoie le jeune, « Hé, va chercher du renfort !» Puis on pousse les Allemands vers le haut de la tranchée, les renforts arrivent et on les ramène dans les lignes. Alors le colonel, il est drôlement content, le colonel, il fait « Caporal Mouliat, vous avez accompli une action d'éclat !» Alors Mouliat regarde Bachakou et lui fait « Et t'as vu Bachakou, hein, on a accompli une action d'éclat !» Les 2 gars se sont compris au premier coup d'œil. Ils vont ressortir de la tranchée, retraverser le no man's land, redescendre dans la tranchée, repénétrer dans la casemate, et ils vont aller bouffer le gâteau et boire le vin blanc. Et à leur retour, Vincent Mouliat recevra la croix de guerre sur le front des troupes. Tout de même, cité 2 fois à Cravon, Mouliat. Alors, l'offensive nivelle du chemin des dames, échec total. On le sait parfaitement. Aussi bien au front qu'à Paris. Et Nivelle est convoqué par le président de la République, Poincaré, le président du Conseil, Ribot, et le ministre de la Guerre, Painlevé. Et il doit s'expliquer. Il sent planer sur lui du scepticisme, mais aussi de l'hostilité. Eh oui, c'est qu'au gouvernement, bien qu'il s'en aille, Nivelle. Mais il ne veut pas s'en aller, le Nivelle. Alors quand un de ses généraux lui fait un rapport en lui disant « Mais mon général, l'hécatombe est terrible, c'est l'armée française tout entière qui va disparaître. » Il répond « La victoire est pour demain, il faut continuer. » Il y a quelque temps de là, le député Ibarnet-Garay parlera en comité secret à l'Assemblée nationale. Et il sait de quoi il parle, Ibarnet-Garay, parce que ce député est en même temps officier d'infanterie. Et il a chargé à la tête de ses hommes pendant l'offensive Nivelle. Et le tableau qu'il peint est hallucinant. Il montre les hommes qui courent vers les mitrailleuses, qui tournoient, qui croient avoir passé les lignes allemandes. Mais il y a encore d'autres mitrailleuses allemandes qui les balayent par le flanc. Il peint ces chasseurs, ces fantassins qui tombent, qui ne savent plus où aller. Ces Sénégalais qui n'ont plus de commandant, qui grelottent. Alors, de tous les rangs des députés, se lève une immense pitié pour ces hommes qu'on a envoyés à l'abattoir. Pour rien. Et ce qui se lève aussi, c'est une immense colère, de plus en plus violente. Alors si ces députés qui n'y étaient pas sont en colère, imaginez un instant les sentiments de ces hommes qui, eux, y étaient. Et on les ramène vers l'arrière, dans des camions bâchés. Et ils sont là, prostrés, gelés, dans leurs capotes caparaçonnées de boue. Et ils traversent des villes comme Épernay, Château-Thierry. Et les habitants stupéfaits entendent des cris qu'ils n'ont jamais entendus depuis le début de la guerre. Nivelle assassin! Nivelle assassin! Vive la paix! Vive la paix! Oui, oui, vive la paix! Jamais l'armée française n'avait poussé un tel cri. Les mutineries ont commencé dès le début de l'offensive Nivelle. Les 16 et 17 avril, il y a déjà des abandons de poste face à l'ennemi. Et à mesure que les jours passent,
Le mouvement s'accélère. À Mourmelon, à Pouilly, on prend à partie les officiers, on refuse de marcher, on chante l'Internationale. Et il y a pire. Dans un régiment, il y a un médecin militaire, très dur. Très dur. Par exemple, quand un gars dit qu'il est malade, il dit « Hop, t'es un simulateur, toi, allez, au front !» Et quand il y a des blessés, il leur dit « Mais les gars, vous êtes déjà sur pied, allez, au front !» Eh bien, ce médecin, on le repère, on l'entoure et on le frappe. Alors 3 gendarmes arrivent, revolver au poing, mais on désarme les gendarmes et on les pousse vers des arbres qui sont là et on les pend. Et le mouvement s'accélère encore. Bientôt, ce sont des régiments entiers qui se soulèvent. 54 divisions, la moitié de l'armée française. Alors, dans une telle tempête, comment le 18e régiment, le régiment de Vincent Mouliat, aurait-il pu rester à l'écart? À Craonne, le 18e régiment a perdu 20 officiers et 824 hommes. Alors on les envoie au repos dans des petits villages comme Villers-sur-Fer ou Mézy. On pourrait penser qu'après l'enfer des tranchées, ces hommes étaient envoyés dans les petits villages comme Mézy pour se reposer, dormir dans des chambrées, se laver, se changer. Eh ben non. Le plus souvent, on les logeait dans des granges. Et il faisait froid dans ces granges. Ben oui, c'est pas hermétique une grange. Encore heureux quand il y avait de la paille. Alors pas question de se déshabiller, de se changer. Pour se laver, il y avait la rivière. Et le ravitaillement, ben le ravitaillement, c'était comme au front. Il y avait des retards, ça n'arrivait pas. Et puis Mézy, c'est à quelques centaines de mètres de la ligne de feu. Le bruit était permanent. Quand les hommes sont arrivés à Mézy, ils n'étaient pas contents. Alors les officiers leur ont dit « Mais non, rassurez-vous, c'est provisoire. Bientôt, on va aller un peu plus loin. Et puis, il y a des permissions. 25% de permissions. Un homme sur 4. Ah oui, ça c'est drôlement bien. Oui, c'est bien. Ouais, mais à mesure que les jours passent, ça diminue. 20%, 15%, 11%, 9% de permissions. Et le pire, le 27 mai, jour de la Pentecôte. Et anniversaire de Vincent Mouliat, voyons. Dans l'après-midi, un bruit court dans le village. Et qu'est-ce qu'il dit, ce bruit? Il dit que le 168e régiment, qui devait monter en ligne, vient de se mutiner. Oh, les hommes, ils sont pas surpris, tu penses? Pouf, des mutineries, il y en a tout le temps, il y en a partout. Oui, mais là, comme le 168e s'est mutiné, c'est le 18e qui doit monter en ligne à la place. Le 18e régiment d'infanterie, le régiment de Vincent Mouliat, qui en sort à peine, qui vient d'être brisé. Et du coup, eh bien, toutes les permissions sont supprimées. Oh, non, mais c'est pas vrai. Alors c'est la colère. Les hommes courent dans le village, Mouliat s'en souvient, ils couraient partout comme des fous, il y avait des civils avec eux, il y avait même des femmes, et ils ont descendu la grande rue du village, sans savoir exactement où ils allaient, et ils ont installé des mitrailleuses aux issues du village, pour se sentir chez eux, et puis tiens, on va les crever les pneus des camions, comme ça, on partira pas. Non mais alors? Et Vincent Mouliat dans tout ça? Vincent Mouliat, lui, il n'est pas d'accord. Oui, quoi. Moi, Vincent Mouliat, caporal pour avoir sauvé mon capitaine. Moi, Vincent Mouliat, blessé à Verdun, croix de guerre sur le front des troupes pour avoir fait 8 officiers allemands prisonniers. Je ne marche pas. Quoi? Cette guerre, on l'a pas voulu. On nous l'a imposée. Une guerre, c'est fait pour être gagnée. On va quand même pas laisser le Kaiser aller se pavaner sur les Champs-Élysées. Eh oui, le caporal Vincent Mouliat pense toujours que la force principale des armées, c'est la discipline. Et c'est pour ça qu'il crie pas, Mouliat. Il défile pas, Mouliat.
Chante pas l'international, Moulia. D'ailleurs, au commencement de la révolte, il est au cantonnement des officiers parce qu'on l'a chargé d'une répartition de vivres. Et c'est pour ça qu'il participe à rien. Mais voilà, au cantonnement des officiers, il y a aussi un certain capitaine Lasserre, qui n'aime pas du tout Vincent Mouliat. Le capitaine Lasserre arrive, croise Mouliat et fait « Eh, Mouliat, eh ben, vous en avez fait de belles, vous et les vôtres. Hein? Pardon, mon capitaine, mais moi j'ai rien fait du tout, je suis resté là tout seul. Oui, eh bien, puisque c'est comme ça, trouvez-moi l'ordonnance. Mais où voulez-vous que je la trouve, mon capitaine? Oh, mais je ne sais pas, dans le village. Trouvez-la moi, j'en ai besoin. Et Mouliat part. Pour la première fois, il est réellement mêlé au mutin. Il trouve l'ordonnance, mais elle est complètement saoule. Alors il lui fait, dis donc, dégrouille-toi, hein, il y a le capitaine Lasserre qui te réclame. Hein? Le capitaine Lasserre, où il est ce capitaine Lasserre? Que je crève! Ah non, fait Mouliat, non, surtout pas ça. Et Mouliat revient au cantonnement, retrouve le capitaine Lasserre, et lui fait, mon capitaine, voilà, je suis désolé, j'ai bien trouvé l'ordonnance, mais il n'y a rien à en tirer, elle est complètement saoule. Mouliat omet au passage de citer les phrases exactes de l'ordonnance concernant le capitaine Lasserre, bien sûr. « M'étonne pas de vous !» fait Lasserre, furieux, et il s'en va. Le soir arrive, les émotions, ça fatigue. Et il s'endort tout de suite. Le lendemain matin, il se réveille, il se lève et il sort. Et il tombe nez à nez avec un capitaine de gendarmerie qui le regarde d'un air soupçonneux. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Mon capitaine, moi j'étais là pour vérifier les munitions et les vivres. Vous-même, vous pouvez vérifier, hein, il manque rien. Hein. Bon, on va à Beaurieux, à l'état-major. Venez avec nous, on vous emmène. Et là, il y a des camions. Alors ils grimpent dans les camions et ils partent. Direction Beaurieux. Mais avant, ils traversent le village de Mézy. Et là, c'est plus le climat de la veille. L'exaltation est retombée. Les hommes sont là, perdus, prostrés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a été fous. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Et puis il y en a 3 qui montent docilement dans les camions. Et on part, direction Beaurieux. Et à Beaurieux, c'est encore le capitaine Lasserre qui est là pour les réceptionner. Alors le capitaine de gendarmerie fait « Bon, ben, on vous en amène 3, hein, et voilà le caporal Mouliat, hein, qui a fait son devoir. » « Bien, fait Lasserre. Bien, descendez. » Et là, le long du canal de l'Aisne, il y a un camp. Un champ, plutôt, entouré de barbelés, avec des Sénégalais qui veillent à l'entrée. On pousse les soldats dans le camp. Et Lasserre fait à Mouliat, « Et vous, allez avec eux. » « Tiens, fait Mouliat. « Moi aussi, prisonnier. Pourquoi? C'est bizarre. » Et il entre dans le camp. Ils ont des tentes, ils les montent, ils s'installent. Ils sont 42 dans ce camp, du 18e régiment d'infanterie, qu'on a été recherché un peu partout. Mais Mouliat se dit, mais quand même, moi aussi prisonnier, pourquoi? Il m'en veut ce capitaine Lasserre. Là-dessus arrive l'état-major au grand complet, avec le général Paquet, furieux. Paquet s'arrête devant Mouliat et fait « Eh bien, vous, caporal Mouliat, vous que j'ai cité il y a 6 jours à peine, Mouliat, vous avez trahi votre drapeau. Mouliat, vous avez souillé l'honneur de la France. Mouliat, je vous plains. » Alors, il voudrait répondre, Vincent Mouliat,
Ben, il voudrait s'expliquer, naturellement. Mais vous savez, quand on n'a pas trop d'instructions, et puis c'est un général tout de même. Alors il dit rien, Vincent Mouliat, et le général s'en va. Quelque temps après, on viendra les chercher en camion, et on les amènera dans une maison à Craonne, où ils vont encore patienter un certain temps. Et un beau matin, on viendra en chercher 12. Pourquoi 12? Parce que le 15 mai 1917, Pétain a été nommé commandant en chef à la place de Nivelle, avec une double mission: rétablir la situation militaire et mettre fin à la crise du moral dans l'armée. Pas facile. Ouais, j'en viendrai à bout, fait Pétain. Mais il faudra des exemples, des exécutions dans chaque corps d'armée. Sévérité pour que la répression soit limitée. Le 18e régiment s'est mutiné, il y aura donc des exécutions dans le 18e. Oh, oui, mais pardon, mon général, mais c'est tout le 18e qui s'est mutiné. On ne peut pas juger un régiment tout entier. Ah oui, c'est juste. Puis là, il y a un officier qui a une idée. Eh bien oui, ça arrive. Et il fait... On n'a qu'à en prendre 12. Oui. Mais comment on les choisit? Ah oui, c'est juste. Eh bien, on n'a qu'à prendre ceux qui totalisent le plus grand nombre de jours de prison. Ah oui, bonne idée. Et on le fait. Et on en a 12. Et le 12e, c'est le caporal Chrono. Seulement voilà, ben il proteste, Chrono. Bah oui quoi, moi le jour de la révolte, j'étais à 40 km. Ah, il était à 40 km, on ne peut pas le garder sur la liste, c'est pas possible. Alors on raye Chrono. On raye Chrono, mais il nous faut tout de même un caporal. Sinon on dira qu'on n'a jugé que des hommes du rang sans grade. Un caporal, voyons. Qui est-ce qu'on pourrait bien prendre comme caporal? Eh bien, on choisit Mouliat, parce qu'il était là. Et c'est comme ça que le 7 juin 1917, ils arrivent à 12, au Conseil de guerre, à Mézy. Conseil de guerre qui a été établi dans la grande salle d'une école. À gauche, vous avez l'accusateur, le commandant Oliveri. Mouliat le connaissait, c'était un ancien marchand de poissons d'Osgore, un grand blond. À droite, l'avocat commis d'office, le lieutenant Vivien. Au milieu, les 12 gars. Et puis une garde d'honneur avec casque en tête, jugulaire, fourragère, tout ça, quoi. Le tribunal entre. Salut. Tout le monde s'assied. Et ça commence. Le cauchemar commence. Le colonel interroge. Nom, prénom, matricule, grade, caporal Mouliat, Vincent, mon colonel. Et l'affaire qui s'avance. Et Vincent Mouliat comprend qu'il y a un rapport contre lui, un rapport qui l'accable. Et ce rapport est du capitaine Lasserre. Oh, mais qu'est-ce que je lui ai fait à ce capitaine Lasserre? Pourquoi il m'en veut comme ça? Là-dessus, les témoins défilent. 25, dont 15 soldats et des officiers. Le commandant Robert qui dit quant à moi, je tiens à témoigner que le caporal Mouliat a toute ma confiance. C'est un brave. Et d'autres officiers qui disent et Mouliat était dans tous les coups durs. Et il soutenait toujours le moral des siens. Ça marche, se dit Mouliat qui jubile. Mais vient le tour du capitaine Lasserre. Et là, c'est le cas de le dire, mais Mouliat serre les poings. Il a l'air gêné, le capitaine Lasserre, très mal à l'aise. Et il fait seulement mon colonel, je tiens à rectifier certains termes de mon rapport. Le caporal Mouliat est un brave. Oui. Et c'est tout.
Puis l'accusateur parle. Et quant au caporal Moulia, c'est lui, l'instigateur de la révolte. La preuve, il a insulté un sergent. Alors Moulia se dresse. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas moi. Silence, fait le colonel. Puis le lieutenant Vivien, l'avocat, parle à son tour. Et Vincent Moulia a trouvé que Vivien, il avait bien parlé. Ah oui, le lieutenant Vivien, il avait très bien parlé. Il a bien parlé, le lieutenant Vivien, oui. Seulement, le colonel lui avait dit « Mon lieutenant, surtout pas de longueurs inutiles, je vous prie. » Verdict, sur 12, 5 condamnations à mort. Et Vincent Moulia dira, beaucoup plus tard, « Qu'est-ce que vous voulez ? Tout était dit depuis le début. C'est tombé sur nous. Et sur moi. » Et les voilà donc dans cette réserve à betteraves de cette ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne. On les a poussés là, sous cette voûte, sans aucun confort. Et en plus, il y a l'odeur du détritus de betterave. Ça sent pas bon, la boue de betterave. Ben quoi? Mais il n'y a rien pour se coucher, fait Moulia au gendarme d'Haribert qui est là pour les garder. Il y a du fumier, c'est de la boue ou de la merde. Oh Moulia, moi j'y peux rien, fait d'Haribert. Écoutez chef, dehors il y a des piquets et du fil de fer. Je veux bien faire un treillage. On mettra de la paille dessus. Ben c'est vrai quoi, on est des condamnés à mort. Mais on a bien le droit d'enlever le fumier et de dresser des couchettes. Alors on consulte un lieutenant, il est d'accord. Moulia confectionne un treillage, ils mettent de la paille dessus, comme ça, eh bien, ils auront au moins le cul sec. Et ils vont se coucher. Le soir tombe, et après un moment, là où il est, Vincent Moulia aperçoit au plafond, dans la voûte en briques, un ray de lumière. Tiens. En regardant mieux, les yeux s'habituent à l'obscurité, il distingue nettement une ouverture dissimulée sous un couvercle en tôle. Et il comprend. C'est par là qu'on doit apporter les betteraves pour qu'elles tombent dans la réserve. Intéressant. Il faudra voir. Et il s'endort. Le lendemain matin, il demande d'aller au cabinet. Un gendarme l'accompagne, il monte l'escalier, et Moulia rentre dans le cabinet. Et tout à coup, à 100 mètres à peine, boum! Une bombe explose. Alors le gendarme panique. Bon, Moulia, tu y es, oui, tu te débrouilles, Moulia. Une minute, chef, je fais que commencer. Et le gendarme s'éclipse. Moulia sort alors du cabinet. Il a pris en bas un piquet, avec un restant de treillage, et il l'a caché sous sa tunique. Il soulève la plaque de tôle, place en travers le piquet avec le fil de fer qui pend. Puis, il replace la plaque de tôle, redescend l'escalier et rentre dans sa prison. 2 jours, 2 nuits passent. En fait, Vincent Moulia, il avait toujours confiance. Mais oui, il se disait, mais quand même, on va pas me tuer. Pas moi, c'est pas possible. Je serai gracié. Mais dans la nuit, il entend du bruit, un piétinement. Des hommes qui prennent position dans la cour. Il écoute, et il entend nettement 2 types qui parlent en patois. C'est son patois à lui, Moulia, de la région de Pau. Et le premier type dit à l'autre, « Quand même, j'aurais jamais cru qu'on me fasse faire une chose pareille. » Et l'autre lui répond, « Oh mais tu sais, moi je tirerais pas sur eux, hein. Oh là non, moi je tirerais en l'air, ou ben je tirerais à côté. » Et Moulia comprend, c'est le peloton d'exécution, plus une minute à perdre. Alors Moulia va réveiller le gendarme d'Haribert qui dort. « Chef, réveillez-vous, réveillez-vous. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, Moulia? »« Chef, j'ai la colique. » « Eh ben quoi, Moulia, t'as la colique? »« Mais chef, je veux aller au cabinet. »« Oh, Moulia, tu nous emmerdes. Si c'est pressé, tu fais par terre. »« Ah ben non, chef, c'est pas une réponse, ça, levez-vous. » Alors en maugréant, d'Haribert se lève et se dirige vers la porte d'entrée.
Bon, on y va. Il l'ouvre, il sort, il rejoint les autres gendarmes et il bavarde avec eux. Pendant ce temps, Vincent Mouliat tire doucement la porte vers lui, la referme, tourne la clé dans la serrure. Le gendarme d'Haribert est enfermé dehors. Alors Mouliat retire ses chaussures, tire sur le fil de fer qui se déroule et grimpe en enfonçant ses doigts et ses orteils dans les trous du treillage. Arrivé en haut, il attrape le piquet, repousse la plaque de tôle, passe péniblement par l'étroite ouverture. Mais pas de chance, il tombe sur une sentinelle. La sentinelle est ahurie. Il faut dire que la nuit est noire, il n'y a pas de lune, pas d'étoiles, rien du tout. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» fait la sentinelle. Et Mouliat, tu reconnais pas ton cuistot? Ah, fait la sentinelle. Et Mouliat, profitant de la surprise de la sentinelle, bing, lui donne un grand coup d'épaule qui l'envoie rouler dans l'escalier, balaboum. Pendant ce temps, le gendarme d'Haribert essaie d'ouvrir. Il appelle « Mouliat, où es-tu? Bon Dieu, Mouliat, où es-tu » Alors d'Haribert grimpe l'escalier 4 à 4 et arrivé en haut, il aperçoit nettement, dans le fond de la prairie, l'ombre de Mouliat qui s'échappe en courant. Alors d'Haribert tire, et Mouliat court, et court si vite qu'il ne voit pas qu'au bout du pré, il y a un énorme treillage. Il tape dedans si fort qu'il rebondit comme un ballon. Alors il se relève, étourdi, puis il prend son élan et hop, il saute par-dessus le treillage. Il n'avait jamais sauté si haut de sa vie, Vincent Mouliat. Et d'Haribert tirait toujours, pan, et Mouliat court, et contourne le village par le haut, puis on redescend vers le canal de l'Aisne. Et là, il y a un pont. Alors le pont sur le canal de l'Aisne, il le passe facilement, mais il n'est pas gardé. Mais au-delà du canal, c'est un canal latéral. Il y a l'Aisne, et là, le pont est gardé. 2 sentinelles. Il sait qu'il ne peut pas passer. Mais entre le canal et l'Aisne, il y a un marécage, avec des roseaux. Mouliat court dans le marécage, s'accroupit entre les roseaux et s'enfonce dans l'eau. Plus personne ne peut le voir. Ben oui, c'est toujours la nuit noire. Un peu plus tard, il entend la patrouille qui arrive en courant. On le cherche partout. Ni vu, ni connu. La nuit s'avance, puis l'aube. Et tout à coup, dans le silence de l'aube, une salve. Puis, à intervalles rapprochés, 3 coups de feu. Les coups de grâce. Alors Vincent Mouliat est pris d'une immense tristesse, d'une immense lassitude. Les copains. Mais pourquoi 3? Parce que, et Mouliat l'apprendra beaucoup plus tard, Cordonnier a été gracié au dernier moment. La nuit, la journée, il ne peut pas passer. Mais la nuit encore. Et là, il faut passer. Il ne peut pas rester là. Il mange uniquement des tiges de roseau et de l'oseille qu'il a trouvées. Et il boit l'eau du canal. Alors il décide de passer le pont. Dans la nuit, il s'avance. À l'entrée du pont, il y a la première guérite. Alors il approche, et tout en s'approchant dans la nuit, il entend de plus en plus distinctement un ronflement sonore. Elle dort, la sentinelle. Alors Mouliat passe sur le pont, en direction de la deuxième guérite. Et là-bas, tout au bout du pont, dans cette deuxième guérite, il y a une bougie qui brûle. Alors Mouliat se dit, bon, je vais passer rapidement, il va me tirer dessus, c'est sûr. Mais moi je vais courir en faisant des zigzags. Comme ça, si ça se trouve, il ne pourra pas m'atteindre. Alors il avance, il avance, il avance, il avance. Surprise! La deuxième sentinelle dort aussi. Oh, il est tout content, Vincent Mouliat. Il n'a jamais eu autant de chance dans sa vie. Et le voilà qui court dans la campagne, les pieds toujours dans ses chaussettes trouées. Il a les pieds remplis de sang, mais aucune importance, il ne sent aucune douleur. Il court, et en courant, eh bien, il arrive au petit village de Pargnan.
un joli petit village. Et à Pargnan, il va aller frapper chez une dame qu'il connaît, Madame Charpentier. Et Madame Charpentier lui ouvre, le reconnaît. Et dans quel état, vous imaginez, 2 jours dans les roseaux, la chemise tachée de sang, le pantalon déchiré, les pieds nus. Oh, mais c'est vous, monsieur Mouliat? Oui, Madame Charpentier, c'est moi. Cachez-moi. Ils me cherchent. Ils vont me tuer. Oh, ben, entrez, monsieur Mouliat. Alors il entre. Vous avez faim, peut-être? Oh, oui, madame. Alors 1, 2, 3, 4 assiettes de soupe. Il en aurait mangé 3 douzaines d'assiettes de soupe. Et Madame Charpentier va le cacher dans un réduit pendant 2 jours. Elle accumule des fagots autour de lui. Et à la fin du 2e jour, elle va le voir. Et elle lui dit... Vous savez, monsieur Mouliat, il y a des soldats partout dans le village. Et tout le monde parle de votre évasion. On parle plus que de ça, d'ailleurs. Alors, ben, c'est trop dangereux. Maintenant, il faut partir. Et Mouliat part, dans la nuit. Mais où aller? Et là, il a une idée. Il se trouve en ce moment au plateau de Pessy, à 100 mètres à peine de la ligne de feu. Pourquoi ne pas y retourner? Ben, c'est vrai, quoi. Il passe sa vie dans les tranchées, Mouliat. Alors il se dirige vers les lignes. Une tranchée. C'est la relève. Il profite de la relève et il entre dans la casemate. Et là, il trouve un sac. Alors il l'ouvre et dedans, il y a une vieille tunique et une capote. Il les prend. Un peu plus loin, des brodequins. Les brodequins lui vont. Un peu plus loin encore, un fusil, un mousqueton. Le voilà équipé. Mais pour aller où maintenant? Bah, Paris. Pourquoi pas Paris? J'ai une tante qui habite avenue de Breteuil. Elle me cachera. Et puis Paris c'est grand. On ne me trouvera pas. Oui, Paris. Mais il faut encore passer le canal de l'Oise-à-Laine. Et là, les sentinelles vont pas dormir. Ça se refait pas 2 fois un coup pareil. Et pourtant, Vincent Mouliat a encore une fois de la chance. Une file de camions passe au ralenti sur le pont. Mouliat bondit dans le dernier camion, traverse le pont. Et de l'autre côté, il continue à pied. Et il va marcher comme ça pendant 8 jours. 8 nuits plus exactement, puisque la journée, ben, il se cache et il dort pour ne pas être repéré. Il mange. Il ne sait même pas ce qu'il a mangé. Un jour, en rencontrant un détachement militaire, il a osé faire la queue et présenter sa gamelle comme les autres soldats. C'est le seul repas qu'il ait fait vraiment. Vincent Mouliat n'avait que 7 francs dans sa bourse. Le gendarme d'Haribert l'avait soulagé de son pécule militaire, grand bien lui fasse. Alors pour s'alimenter, ben, il partageait avec les oiseaux les fruits des cerisiers. Un jour, près de Château-Thierry, il tombe dans une mare profonde d'où il ne sort qu'avec peine. Le lendemain, il se dépouille de tous ses vêtements pour les faire sécher et se recouvre le corps d'herbe pour se mettre à l'abri des moustiques qui le dévorent. Puis il trouva du travail chez divers paysans, ce qui lui permit de gagner un peu d'argent pour s'acheter du pain. Il arrive au pavillon sous bois, un tramway. Il grimpe dans le tramway, il arrive à Paris. À Paris, les gares étaient remplies de poilus permissionnaires. Alors se cacher au milieu d'eux dans la cohue peut paraître facile au premier abord, mais Vincent Mouliat découvrit plusieurs dangers pour lui. Tout d'abord, il n'était pas si aisé d'entrer dans les gares et d'en sortir. Des gendarmes, des officiers, des agents contrôlaient les permissions. Et évidemment, Mouliat n'en avait pas. Il avait aussi à craindre d'être reconnu par d'éventuels camarades. Heureusement, ses longs cheveux et sa barbe broussailleuse lui rendirent bien service en cette occasion. Par précaution, il remonte le bout de son nez avec un fil de soie qui, en passant derrière les oreilles, traverse les longues moustaches. Sa figure était totalement méconnaissable. Un autre danger pour lui était son costume.
Bah oui, son régiment n'était pas censé être en permission, mais aux tranchées. À la gare de l'Est, il demande son chemin. Pour l'avenue de Breteuil, on le lui indique. Au 17, il entre et frappe à la porte vitrée de la concierge. Une femme apparaît. « Bonjour madame, je voudrais parler à madame Moulia. »« Pas là, madame Moulia. »« Je suis son neveu. »« Oh, il n'est pas là, madame Moulia. Elle est partie, madame Moulia. Elle n'habite plus ici, madame Moulia. »« Alors où est-ce qu'elle habite? »« Oh, mais je ne sais pas. On ne sait pas. » Et flanc, elle claque la porte. Oh. La vérité, c'est qu'en chemin, Vincent Moulia avait écrit à sa tante en lui disant « J'arrive ». Et elle avait pris peur, la bonne femme. C'est pour ça qu'elle n'avait pas voulu se montrer. Alors plus de tante. Où aller? Où aller? Ah, le pays. Pourquoi pas le pays? Alors il part pour le pays. À la gare Montparnasse, il se dirige vers les cabinets. Un poilu de la région de Montpellier, ayant besoin des cabinets, avait suspendu à l'extérieur tout son fourniment. Tunique, capote, casque, musette, Moulia s'empare de tous ses effets et met les siens à la place. Puis, contournant la gare Montparnasse pour atteindre le train de Bordeaux, qui va partir dans quelques instants, il se heurte à une espèce de brute de sentinelle qui l'interpelle. « Et toi là-bas, fiche le camp, et plus vite que ça, hein. Mes camarades, je meurs de faim, laisse-moi au moins aller au buffet. » Ouais, buffet. Ouais, ça va, t'as une bonne tête, hein. Tu files au buffet et tu reviens tout de suite. Merci, camarade, c'est l'affaire d'un quart d'heure. Promis, juré. Évidemment, Moulia ne va pas au buffet. Le train va partir dans quelques minutes. Moulia court, contourne le buffet et saute in extremis dans le train de Bordeaux. Et là, il se mêle à un groupe de poilus permissionnaires basques. Au milieu d'eux, il ne serait pas contrôlé. Il roule toute la journée dans le train. Et le soir, il arrive à Buglose. Il n'y a pas de contrôle à Buglose. C'est un petit village, près de la maison natale de Saint-Vincent-de-Paul. Et Moulia marche, marche, marche. Au matin, il arrive à Dax. Alors, il se précipite chez le père de Berthe, qui en plus travaille pour l'armée. Le père de Berthe lui ouvre. « Quoi? C'est toi? Mais tu es complètement fou. Tout le monde te cherche. Les gendarmes, l'armée. Prêtez-moi un vélo, juste pour aller à Daciette. »« Non, pas question, pas de vélo. Tu vas te faire prendre, et on va reconnaître le vélo, et je serai complice. Va-t'en, Moulia, va-t'en !» Et Moulia part, sur la route, seul, 40 kilomètres. 40 kilomètres. Il arrive à Daciette, la maison de sa mère. Il frappe, la voix de sa mère. « C'est toi, Joseph ?» Elle le prend pour son frère. « Oui, oui, c'est moi. Ouvre-moi. » La mère Moulia lui ouvre. « Oh, Vincent !» Et boum, elle tombe comme une masse sur le carreau. Revenue à elle, la mère Moulia tient un bon moment les mains de son fils dans les siennes, en répétant « Mundi, 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 Mundi », sans pouvoir en dire plus. Bien sûr qu'elle va le cacher dans un vieux four à pain qu'on n'utilise plus. Et Vincent s'inquiétait. Les gendarmes étaient-ils venus à la maison? Oui, bien sûr qu'ils étaient venus, tous les jours au début, puis de temps en temps, depuis 2 ou 3 semaines. Ils avaient fouillé partout, recherché des courriers, bouleversé des tiroirs. Ils avaient même placardé un avis de recherche sur la porte de la mairie. Et la mère Moulia tenait toujours les mains de son fils dans les siennes, en répétant « Mundi, Mundi, Mundi ». Non, c'était dit vrai que c'était un meneur, un mutaigne, un beau TVP français, un déserteur. Et Vincent la rassurait, racontait son histoire, l'énorme injustice dont il était victime. Il fallait attendre la fin de la guerre. Une fois la paix revenue, on la lui rendrait, sa justice. Et la mère Moulia va le cacher pendant plusieurs semaines dans le vieux four à pain qu'on n'utilise plus.
sans que personne ne s'en rende compte. Et Berthe est avertie. Alors elle vient le voir, à la nuit tombée. Ah oui, elle ne peut pas s'en empêcher, la petite Berthe, la petite couturière. Mais dans le village, des gens la voient la nuit aller chez la mère Moulia. Et bien sûr, ça commence à bavarder. Allez Vincent, bah il faut repartir. Alors il va se cacher dans les bois, Vincent Moulia, et il construit une cabane. Pas n'importe laquelle, on s'en doute, hein. Prudent et rusé comme on l'a déjà vu, il commence par aménager dans les épais ronciers d'un secteur de la forêt un véritable tunnel, comme ceux où se faufilent les animaux sauvages. On ne peut s'y glisser qu'en rampant, et encore, si on est mince et souple. Au cœur du roncier, il défriche plusieurs mètres carrés de broussailles, abat des arbres. Il se construit quasiment une vraie maison, avec un toit de chaume à 2 pentes percé d'une cheminée. Il la serre d'un fossé pour la protéger des eaux, construit une table et un chalit où il dormira sur un matelas de foin. Il nettoie un coin de bois pour y planter du persil, de l'ail, des oignons, de l'oseille, quelques pieds de salade et même des fleurs. Il aménage un lieu d'aisance et un lavoir alimenté par la source qui jaillit tout près. Il entoure sa propriété de piquets reliés entre eux par une double paroi de lianes entrelacées qu'il comble d'argile tassée. C'est une hutte, une cabane, mais c'est aussi un fortin. Et pour son confort, sa sécurité, il s'est même fabriqué un fauteuil où il aime à s'asseoir près de la cheminée. Parce qu'il sait que ça va durer. Et ça dure. Et ça dure. Et le problème du ravitaillement commence à se poser. Parce que le persil et les oignons, ça va un peu, hein. Mais il lui faut de la viande. Il n'ose pas se servir de son fusil. Le bruit éveillerait les soupçons. Alors il se rend subrepticement la nuit dans le village pour y dérober des œufs par-ci, une poule par-là. Mais dans le village, le bruit commence à courir, que Vincent Moulia est de retour. Certains le croient, d'autres en sont sûrs. Une nuit, un habitant du village, Fédancieux qui s'appelle, aperçoit une silhouette de femme, toute de noir vêtue, portant un foulard. Il la salue, pas de réponse. Ce n'est que bien plus tard qu'il comprendra qu'il s'agissait de Vincent. Mais une autre fois, un type le voit, et à la tête du type, Vincent comprend qu'il va le dénoncer. Et oui, son instinct de bête traquée l'avertit du danger. Alors il suit l'homme dans la nuit, jusqu'à la maison que celui-ci habite. Je suis sûr que Moulia se cache dans la forêt. Il faut le signaler aux gendarmes. Dans son émotion, Vincent heurte un balai qui tombe avec bruit. Les lumières s'éteignent. Silence dans la maison. Le dénonciateur a peur. Alors Vincent s'enfuit. Pour la première fois, il perd son sang-froid. Il court avertir Berthe, lui dit qu'il n'en peut plus, qu'il va se jeter dans la Leuil, la petite rivière qui serpente un peu plus bas. « Non, non, ne fais pas ça !» supplie-t-elle. « Ils ne prendront pas vivant, j'en tuerai le plus grand nombre, et puis après, je me tuerai !» Éperdue d'amour et de terreur, elle pleure et l'embrasse, le calme et le rassure. Puis Berthe court chez l'abbé Verdier, le curé de Nassiette. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le curé ?» dit-elle au bord des larmes. « Allons, pas de panique. Les gendarmes ne sont pas encore prévenus et il leur faudra du temps pour arriver. Il faut que Vincent parte. Je vais tout arranger. Je vais lui donner une carte et une boussole. Il faut qu'il parte en Espagne. » Et Vincent part, la nuit de l'Ascension, vers le sud, vers l'Espagne. Mais pas de chance. À 4 ou 5 kilomètres de Nassiette, il tombe dans un fossé rempli des eaux de la dernière pluie. Vincent est trempé. Il revient et court se sécher dans le grenier de son oncle qui habite aux Gaillottes. Au matin, il est découvert par son oncle. « Quoi? C'est toi? Mais t'es complètement fou! Tu vas tous nous faire arrêter! Va-t'en, Moulia, va-t'en !» Décidément,
les gens de sa proche famille ne sont pas très courageux. Bah, ils ont peur, voilà tout. Et Vincent, dans la forêt, put reprendre son voyage. Combien de jours, combien de nuits plutôt. Il passe par Mauléon, par Tardets. Une patrouille de gendarmes le surprend, mais il se cache dans le cimetière et parvient encore une fois à leur échapper. Puis les montagnes se rapprochent, les Pyrénées. Il demande son chemin à un berger, puis la neige arrive et la frontière. Il contourne le port de Larro par un chemin très escarpé pour éviter les douaniers. Et c'est l'Espagne. Pamplune, ça y est, il y est. Pendant ce temps, l'abbé Verdier a été avertir Berthe qu'il avait trouvé une voiture et quelqu'un pour emmener Vincent en Espagne. Mais il était déjà parti. Ah, au bout du compte, Vincent Mouliat aura réussi une évasion qui ne doit rien à personne, sinon à lui-même, son courage, son audace, une détermination sans faille, une chance insolente aussi par moments, sa vigueur physique et morale, son astuce, et l'amour de Berthe, bien sûr. Après son départ, il y a eu un défilé incessant de villageois pour visiter sa cachette dans les bois, sa cabane fortifiée, la maison de Pilou, comme on le surnomme à Nassiette. Et Berthe, eh bien Berthe, malgré la surveillance permanente dont elle est l'objet, Berthe le rejoint en 1919, Sébastien. Et l'abbé Verdier du voyage lui aussi. Mais oui, je tiens à être là, moi, parce qu'ils vont se marier, ces deux enfants. Et c'est moi, Verdier, qui vais les marier. Et pas question que ce soit un autre, hein. Et j'apporte même les alliances. Et c'est la fin de la Grande Guerre et les millions de morts qu'elle a provoqués. Alors il refait sa vie en Espagne, Vincent Mouliat. D'abord dans la fabrication de charbon de bois, puis dans la charpente, devenant en 3 ans ouvrier hautement qualifié. Les enfants naissent, il a du travail, mais il repense toujours à cette histoire de Mézy. Et il n'arrive pas à s'y habituer. Quand même, pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi, cette histoire? Et comment des choses pareilles peuvent exister? Il prendra contact, au fil des années, avec de vieux compagnons de tranchées, d'anciens sous-officiers, des officiers, des généraux même intervinrent en sa faveur. Cependant, aucune mesure de grâce individuelle ne fut accordée, ce qui en dit long sur la volonté des états-majors de maintenir la validité des jugements mortels qui avaient frappé les mutins, ou prétendus tels. Et Berthe, eh bien Berthe travaille jusqu'en 1934 comme couturière dans un pensionnat de jeunes filles tenu par des dominicaines. On la tient en haute estime, ainsi que son mari, dont l'histoire est désormais connue de tous. Ils auront 8 enfants, dont 5 sont morts à la naissance, ou en bas âge. Robert, Hélène, et plus tard Marie-Thérèse, en France, ont survécu. Désormais, notre vie politique, la dictature de Primo de Rivera ne les émut guère, le départ du roi Alphonse XIII non plus. Et depuis 1931, c'est la Deuxième République espagnole. Alors la chute d'un roi n'est pas de nature à attrister les Mouliats, qui, étant français, trouve que la République c'est encore ce qui se fait mieux. Et puis Vincent est ouvrier, alors il partage l'opinion générale de sa classe. Pas de politique donc, mais des principes. Après 2 années de guerre civile, les élections de février 1936 donnent le pouvoir au Frente Popular, opposé au bloc national anti-révolutionnaire. Et c'est le début de la guerre d'Espagne. Sans prendre part à proprement parler au conflit, Vincent, du côté des Républicains, se dévoue au secours de blessés et des équipes chargées d'ensevelir les morts. Et fin juillet 1936, Berthe est rapatriée en France, avec les enfants. Pour fuir la guerre et éviter que Vincent ne soit incorporé de force dans les troupes franquistes, la famille avait décidé de rentrer au pays.
Vincent savait qu'il bénéficierait de l'amnistie accordée aux condamnés dans son genre depuis le 1er juillet 1933. Alors il s'embarqua sur un torpilleur américain qui emmenait des réfugiés de Bilbao à Bordeaux. À Bordeaux, croyant n'avoir rien à craindre, Vincent ne cacha ni son nom, ni sa destination. Mais la bureaucratie décida qu'il n'y avait pas d'amnistie qui tienne. Et c'est comme ça que Vincent Mouliat fit connaissance avec les cachots du fort du Ha. Bon, heureusement, après quelques journées de cachot, ces protestations eurent raison de la poursuite des injustices. 3 jours après, il était à Nassiette, enfin. Vincent, Berthe et leurs enfants durent recommencer leur vie. Une fois de plus, ils n'avaient rien. Ni argent, ni maison, ni travail. Seule leur très forte union les tenait. L'abbé Verdier était mort. Mais la nouvelle du retour du proscrit avait fait le tour du pays. Pilou est revenu. Alors pour les Mouliats, ce fut le but de l'hébergement provisoire, avec l'aide de la mairie de Nassiette. Une petite maison près de l'église. Les lits qu'apportèrent les uns pour les enfants, les draps et les couvertures, les meubles et la vaisselle qu'apportèrent d'autres. Puis les enfants grandiront, partiront, se marieront, auront eux-mêmes des enfants. Vincent et Berthe sont allés habiter à Landrette, dans la petite maison de Berthe. Amnistié, Vincent? Oui, mais pas réhabilité. Pourtant, toute l'amicale du 18e a pris sa cause. Des démarches ont été faites. Des officiers ont témoigné. Ils ont dit, mais quand même, c'est pas possible. Il faut que Mouliat soit réhabilité. Et le capitaine Lasserre, qui est mort au Val-de-Grâce, souhaitait plus que personne que Vincent Mouliat soit réhabilité. Alors il a fait venir à lui un de ses anciens camarades de tranchée, le sergent Nicole. Et il lui a dit, « Nicole, je vais bientôt mourir. Reprenez l'affaire en main. Il faut réhabiliter Mouliat. » Réhabiliter? Il paraît que c'était pas possible. Parce que même si Vincent était amnistié pour fait de mutinerie, il avait déserté. Alors il aurait fallu qu'il revienne à son régiment avant la fin de la guerre. Mais revenir à son régiment avant la fin de la guerre pour être fusillé, c'est pas sérieux. En 1952, Pierre de Chevigné, secrétaire d'État à la guerre, a rendu à Vincent Mouliat sa carte de combattant. Il a donc eu droit à sa retraite de combattant. Mais il lui faudra encore attendre des années avant de récupérer définitivement sa croix de guerre. Et un jour, dans une rue à Nassiette, un voisin le voit, le reconnaît, va vers lui et lui dit « Hein, monsieur Mouliat, c'est moche, la guerre, hein ?» Et il est tout saisi. Ben oui, il n'y avait jamais pensé, Vincent. Et il a raison, le voisin. Alors, Vincent regarde le voisin et répète « Oui, oui, c'est vrai, c'est moche, la guerre. » Et merci à Jean-Paul, donc, et à Florent, donc, pour leur accompagnement technique, et à Yvon pour le superbe chef-d'œuvre qu'ils sont en train de tourner.